toutes et à tous, et ravi de vous retrouver comme tous les soirs sur Média TV dans 60 minutes pour comprendre. Nous sommes le mardi 5 avril et nous sommes en direct pendant 60 minutes, vous le savez. Nous essayons de décrypter pour vous ce qui fait l'actualité nationale ou internationale. Nous le faisons pour vous, mais avec vous, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook de Média TV ou sur le compte Twitter de l'émission à travers le hashtag 60MPC. Les invités qui ont accepté d'être avec nous ce soir sur le plateau, Monsieur Jilali Hazim, vous êtes premier vice-président de la région Beni Mellal Khnifra. Merci d'être avec nous ce soir. Et Monsieur Abdelrahim Kseri, qui est président de la commission de la régionalisation avancée et du développement rural et territorial au sein du CESE, le Conseil économique, social et environnemental, nous rejoindra dans quelques instants. Je vous rappelle que nous sommes en direct. Il y a quelques jours, le CESE, le Conseil économique, social et environnemental, a émis dans un rapport de nombreuses recommandations relatives à la mise en œuvre de la régionalisation avancée, considérée comme un instrument de développement économique et social centré sur la responsabilisation des acteurs locaux. Ce processus de décentralisation amorcé depuis l'indépendance touche enfin à sa phase effective de déploiement. Mais concrètement, qu'est-ce que la régionalisation avancée? Quels impacts tangibles peut-on en attendre, nous, Marocains? Quels défis sont à relever pour ne pas rater le coche et remplir les objectifs escomptés? Et quels sont ces objectifs? Régionalisation, quelle avancée? C'est le titre de l'émission de ce soir. Un nouvel instrument de développement économique et social. Le projet de la régionalisation avancée est un tournant majeur dans les modes de gouvernance territoriale. Dans son discours du 3 janvier 2010, le roi Mohamed VI a annoncé l'installation de la commission consultative de la régionalisation. À sa tête, Omar Aziman, devenu depuis novembre 2011 conseiller du souverain. En attendant la fin des négociations sur le projet de plan d'autonomie des provinces du Sud, la CCR élabore un modèle applicable sur l'ensemble du territoire national. Le projet accorde une grande importance à la participation des citoyens au processus régional de prise de décision. Les régions devraient jouer un rôle primordial dans l'exploitation des potentialités régionales et la valorisation des ressources spécifiques à chaque région. Parmi les nouvelles avancées proposées, un nouveau rapport entre l'État et la région basé sur la contractualisation. Autrement dit, l'abandon du modèle traditionnel qui repose sur la tutelle. Les relations entre l'État et la région seront donc clarifiées. Objectif, préciser les attributions qui resteront du ressort de l'État unitaire, les attributions propres aux régions et les prérogatives partagées. La région est donc un partenaire stratégique de l'État. Elle est appelée à coordonner les programmes des communes et provinces dans le respect de leur autonomie et de leur légalité juridique. Bien, messieurs, Abdelrahim Kseri, vous nous avez rejoint, président de la commission de la régionalisation avancée du développement rural et territorial au sein du CESE, le Conseil économique, social et environnemental. Merci. La journée a été dure, vous venez de nous rejoindre. Bon, en tout cas, très bien, ça nous permet, heureusement que vous êtes avec nous, car le propos de ce soir, on avait vraiment besoin de vous pour mieux le comprendre, notamment en parlant de la régionalisation avancée, des différentes recommandations qui ont été émises par le CESE, mais avant... question toute simple pour que les gens qui nous regardent dans ce concept de régionalisation avancée dont on entend parler, je l'ai dit tout à l'heure, depuis l'indépendance de cette décentralisation, de cette idée, qu'est-ce que la régionalisation avancée? Si vous deviez nous en donner une définition qui soit la plus simple possible, quelle serait-elle? Permettez-moi tout d'abord de vous remercier et de m'avoir invité à cette émission en tant que responsable d'une grande région qui est la région Beni Mellal Khnifra. Et je voudrais, si vous le permettez, saisir l'occasion pour féliciter le Conseil économique et social et environnemental pour l'excellent rapport qu'ils ont sorti suite à son adoption par l'Assemblée générale. Qu'est-ce que la régionalisation avancée? Définition toute simple. La régionalisation avancée, c'est un échelon territorial pour une intégration des politiques sectorielles. C'est un espace aussi pour permettre à la population d'être beaucoup plus active dans la gestion des affaires de la région. C'est aussi un levier de développement économique, puisqu'il doit dynamiser la croissance et la création de l'emploi. Donc c'est
c'est un espace territorial qui permettra effectivement de coordonner, d'animer tout le processus de développement économique, social et environnemental entre l'échelon central qui est l'État et bien évidemment les autres espaces territoriaux tels que les collectivités locales, les conseils provinciaux, etc. Abdelrahim Ksséan. Oui, en réalité, comme ça a été dit par Si Hazim, vraiment, au Maroc, la décentralisation, c'est un long processus. Il a d'abord été marqué par plusieurs étapes, de 1960, 76, 92, 2002, 2009, puis 2015. Et d'abord, il avait aussi plusieurs échelons. D'abord au niveau des collectivités, mais la régionalisation avancée n'a pris vraiment forme qu'à partir d'une expérimentation démocratique au niveau du Maroc, au niveau de l'échelle territoriale, au niveau des collectivités. On a compris que vraiment, il faut absolument un étage supérieur qui peut vraiment jouer un rôle entre l'État et les collectivités et qui peut permettre aussi de fédérer, de faire converger les politiques et jouer un rôle vraiment de mobilisation des grands projets au niveau territorial qui permettent vraiment de résoudre de grands problèmes de dysfonctionnement et aussi de mauvaise coordination au niveau de différentes communes à cause de plusieurs problèmes qu'on va citer tout à l'heure. Mais la régionalisation, elle a commencé avec des prérogatives très très limitées et avec aussi des ressources humaines très limitées, pas plus que 300 à l'échelle nationale, mais grâce à la nouvelle constitution, elle est devenue vraiment une structure étatique, de gouvernance territoriale, parmi les plus importantes réformes que va connaître le Maroc, qui a été initiée par les élections du 4 septembre, et il va se poursuivre. Et ça aussi a été initié par rapport au Conseil économique et social et environnemental grâce au projet de rapport sur la commande royale pour le modèle de développement des provinces du Sud, qui était vraiment un rapport qui a été vraiment d'abord approprié par l'ensemble des acteurs, par sa méthodologie, son approche qui a été initiée par un diagnostic au niveau de la région, participatif et aussi avec un partage des résultats du diagnostic, puis une construction de l'ensemble des acteurs, des mécanismes et des approches de gouvernance au niveau régional. Et c'est sur la base de ce modèle-là que le Conseil économique, social et environnemental a traité cette autosaisine qui a permis de dresser un certain nombre d'analyses, mais aussi de recommandations. Alors justement, on va y aller. On va bien sûr passer à travers toutes les recommandations, mais avant cela, toujours sur ce concept de régionalisation, je dis quelle était l'urgence? C'est-à-dire, on en parle depuis longtemps. Aujourd'hui, Sa Majesté, depuis l'accession au trône de Sa Majesté, on voit bien que ce processus a vraiment pris une vitesse absolument incroyable. Je le disais dans mon introduction, est-ce qu'on en est aujourd'hui aux phases effectives de déploiement? Quelle était l'urgence? Il fallait trouver des contre-pouvoir économique aux grandes métropoles. C'est ce qu'il fallait aujourd'hui, essayer de sortir de l'axe Casa-Rabat pour redistribuer sur l'ensemble du royaume. Et effectivement, en s'inspirant effectivement des différents discours royaux, notamment celui de 2012 et celui de 2015 aussi, et compte tenu de l'évolution logique et historique de la régionalisation, comme ça a été dit par l'Aqseri, parce que c'est un processus qui a commencé, si on ne tient pas compte de 76, qui a commencé en 92. Et par conséquent, le processus qui a évolué en 2002, puis en 2011, a atteint ses limites. Et il fallait effectivement passer à une autre étape supérieure pour pouvoir effectivement positionner la région en tant que, comme je l'ai dit, en tant qu'un échelon territorial pour effectivement permettre à l'État de résoudre les dysfonctionnements, notamment les iniquités. Les iniquités
qui n'ont pas été atténués. En témoignent bien évidemment les OMD, parce que le Maroc n'a... Certes, il a pu juguler, maîtriser certains indicateurs sur lesquels nous sommes classés sur l'échelle PDH, mais elle n'a pas pu résoudre le problème des inéquités entre régions, à l'intérieur de la région, entre provinces et surtout entre milieux urbains et ruraux. Donc malgré tous les programmes de développement socio-économique, il restait beaucoup de choses à faire. Et par conséquent, il fallait effectivement accélérer le rythme pour pouvoir doter la région en moyens, en décisions, et permettre à la population aussi, permettre à la population d'être présente dans la gestion des affaires. Comment? C'est à travers un renforcement, une extension de la démocratie représentative, de la démocratie participative, parce qu'on ne peut effectivement résoudre les problèmes d'iniquité que dans le cadre de cette approche. Aujourd'hui, la régionalisation avancée est en train de se mettre en place, certes avec un rythme un peu lent, si on tient compte effectivement de tout le processus juridique et tout l'arsenal juridique qui devrait accompagner ce processus. On va en parler quand on va parcourir les différentes recommandations adoptées par le Conseil. Mais il y a une grande volonté politique affichée par la haute autorité du pays, comme je l'ai dit. Il y a aussi une grande détermination par les responsables régionaux, dont je suis un, qui sont les responsables politiques, et qui ont l'obligation de résultat parce qu'ils sont astreints à un bilan de mandat vis-à-vis de leurs électeurs dont les besoins se font de plus en plus ressentir. Alors justement, là, on passe d'un concept de responsabilisation des acteurs locaux. Et ça passe aussi par les hommes et les femmes. On va en parler notamment de la représentation féminine au sein des conseils régionaux et au niveau des régions. Mais il faut amorcer un changement de mentalité dans la responsabilisation, la reddition des comptes, le niveau de responsabilité de tous ces élus, de tous ces acteurs locaux. Est-ce qu'aujourd'hui c'est un processus qui va prendre du temps pour que justement la régionalisation prenne tout son sens? Oui, c'est sûr que la réforme avec la loi cadre la loi de la justice 111-14, il n'y a pas uniquement une réforme du système d'élection du président qui devient vraiment direct. Il n'y a pas aussi une réforme uniquement des outils et des modes de fonctionnement grâce à l'instauration d'outils administratifs nouveaux avec des ressources humaines qui peuvent jouer un grand rôle en essayant de débloquer pas mal de situations qui étaient des freins pour le développement de travail des collectivités avec une tutelle qui a été un petit peu considéré comme un facteur de frein et de blocage. Maintenant, les élus, ils ont plus de possibilités, plus de moyens grâce à la loi 111-14. Et donc, ces outils et ces moyens, et aussi ces moyens financiers qui sont avec une visibilité beaucoup plus importante, ça va permettre un petit peu de jouer un rôle différent. Surtout que la région doit jouer un rôle très différent des collectivités. On ne doit pas reproduire le même système de fonctionnement, on ne doit pas reproduire le même système de gouvernance. Il faut absolument que la région s'érige en partenaire stratégique de l'État et aussi un acteur qui fédère et qui travaille en coopération totale avec l'ensemble des autres niveaux des collectivités au niveau local, provincial et au niveau des villes et donc des collectivités urbaines. Donc tout ça, ça va permettre un petit peu de coordonner les actions et tous ces efforts-là, comme j'ai dit, ça va permettre un petit peu d'améliorer aussi bien la gouvernance que les objectifs de développement et de réduction des inégalités à l'intérieur et à l'extérieur et entre les régions. Et ce sont des objectifs qui peuvent vraiment, qui ont été le moteur, parce que la proximité, l'impact n'a pas été vraiment ressenti par les citoyens. Et donc il fallait absolument qu'on passe
à un autre niveau de déconcentration et de décentralisation. Et ce niveau-là, maintenant, il est en marche. On va voir après l'analyse qu'a fait le Conseil économique et social grâce aux études d'abord et aux analyses de la loi et des différents textes et différents rapports et documents, et aussi grâce aux auditions des différents acteurs, que ce soit les acteurs locaux, régionaux ou nationaux. On va voir que vraiment cette analyse va démontrer qu'il y a pas mal de points forts, mais il reste énormément aussi à faire pour donner tout le sens à la régionalisation avancée pour qu'il puisse vraiment atteindre les objectifs qui lui ont été fixés. Alors justement, en termes de pilotage, quelles sont les instances qui sont là pour piloter la régionalisation? On connaît la commission consultative de la régionalisation. Quelles sont les instances qui sont en charge? C'est un chantier très transversal, parce que quand on parle de la région, on en parlait tout à l'heure avant l'émission, de votre région par exemple, qui est Ben El Khalifa. Je vous posais la question sur le désenclavement avec l'autoroute. Ça sera aussi un défi de pouvoir désenclaver l'ensemble des régions. Tout cela se fait de manière transversale. Qui pilote finalement pour essayer d'avoir une espèce pour faire converger toutes les forces vives dont on a besoin pour faire fonctionner? Bien sûr, aujourd'hui il y a un pilotage qui est supposé être fait par le gouvernement à travers les ministères compétents, notamment le ministère de l'Intérieur, le ministère des Finances, etc. Dans ce cadre aussi, le Conseil économique et social a émis une recommandation pour créer un organe de pilotage compétent permettant d'accompagner, d'évaluer, etc. Mais partant de ce constat, nous, on n'est pas encore arrivé à ce stade parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, bien sûr, les moyens sont en train de se mettre en place, les organes sont en train de se mettre en place. La région est en train de créer ses organes de gestion, de créer les organes de concertation, de préparer un budget. Le budget aujourd'hui, il ne peut pas, compte tenu du transfert de l'État, faire face à tous les besoins. L'État, à travers les ministères compétents, continue aujourd'hui bien sûr à financer toute l'infrastructure, notamment les projets structurants, à hauteur de 90%. Bien sûr, compte tenu des attributions à donner à la région, qui sont des attributions propres, qui sont des attributions partagées et des attributions à transférer. Aujourd'hui, on est encore à un financement qui pourrait permettre de résoudre le problème à 20%. Bien évidemment, il faut de la progressivité pour pouvoir arriver à financer et à réaliser des projets structurants qui sont encore des ressorts de l'État. Le pilotage, bien évidemment, comme je l'ai dit, aujourd'hui se fait à travers les ministères compétents, mais nous avons beaucoup apprécié cette recommandation du Conseil économique et social pour mettre en place un organe national compétent, doté de tous les moyens pour qu'il puisse effectivement accompagner la région, surtout dans la mise en place d'une planification pour permettre, comme je l'ai dit, d'introduire plus d'intégration, plus de cohérence dans les différentes politiques sectorielles, pour permettre aussi d'amener les ministères à s'organiser autrement dans le cadre d'une déconcentration en vue de permettre d'avoir des interlocuteurs qui seront coordonnés par le Wali, en vue de permettre à la région de jouer son rôle, et surtout pour permettre d'accompagner les régions à créer des organes, certes légers, avec des compétences, parce que Sa Majesté le Roi Khodioul Assist a beaucoup insisté sur 3 concepts importants pour pouvoir réussir la région. C'est la compétence, c'est l'intégrité, et c'est surtout effectivement le fait et la responsabilité, comme vous l'avez... À travers la reddition des comptes, il y a un moment, il faut rendre des comptes et pouvoir poser sur la table un bilan, comme le ferait un chef d'entreprise. Voilà. Faire cette comparaison. En réalité, la régionalisation, comme le chantier, elle a été, comme on a dit, ouvert, mais vraiment, il y a un constat qui a été fait par le Conseil économique et social, c'est vraiment que pour qu'il y ait une vraie
un vrai pouvoir d'action au niveau des conseils régionaux, il faut absolument qu'ils puissent avoir tous les outils de travail et ces outils doivent être à temps et non pas. Et donc on a remarqué qu'il y aura un petit défi de décalage de temps. Le premier défi, c'est la déconcentration. Normalement, la déconcentration aurait dû précéder la déconcentration. Le chantier de déconcentration, il avance. La décentralisation, la décentralisation, il avance bien, mais la déconcentration, elle marche très lentement. Il y a même eu 2 discours royaux. Il y a aussi l'instauration des centres régionaux d'investissement pour un petit peu donner un dynamisme. Mais malgré les efforts, malgré les appels, il y a toujours une concentration des pouvoirs au niveau central des différents ministères. Et ça, c'est un facteur pour lequel il faut faire un travail. Et le Conseil économique a recommandé qu'il faut absolument avoir une charte que le gouvernement doit élaborer et aussi diffuser. Et cette charte doit donner un petit peu la visibilité sur un plan d'action de la décentralisation de manière progressive. Parce que les pouvoirs du Conseil économique ne seront complètes que s'ils ont avec eux, au niveau régional, des services extérieurs des différents ministères qui ont une certaine capacité de prendre les décisions, des budgets assez conséquents, parce que la plupart des budgets qui vont être gérés au niveau de la région, c'est au niveau des services extérieurs. Et donc il faut absolument, pour avoir cette intégration, c'est parmi les objectifs premiers de la régionalisation, c'est intégrer les politiques publiques au niveau territorial. Et cette intégration ne peut se faire s'il n'y a pas vraiment une coordination au niveau régional. Cette coordination ne peut se faire aussi que si il y a vraiment une capacité une confiance et une capacité de travail ensemble entre aussi bien le Wali que le président de la région. Alors justement, c'est la question que j'allais vous poser en parlant d'hommes. Vous êtes vice-président de la région. Quel est votre rôle? Quel est le rôle du président de la région? Quel est le rôle du Wali? Aujourd'hui, pour les gens qui nous regardent, vraiment, quelles seront ses prérogatives vis-à-vis justement du pouvoir central et au niveau de la région? Qu'est-ce qui va changer? Le président de la région, c'est un élu. Il est ordonnateur de son budget. Avant, c'était le Wali qui était ordonnateur du budget de la région dans son ancienne version, avant la loi. Il a des attributions claires qui sont prévues par la loi, qui sont, comme je l'ai dit, des attributions propres, pour pouvoir donc permettre à la région d'avoir une valeur ajoutée par rapport aux autres entités, par rapport au central tout d'abord, qui continue à s'emparer de le plus grand volume d'investissement. Et aussi, il est à côté des communes, des autres communes, que ce soit des communes urbaines ou rurales ou les conseils provinciaux, pour pouvoir donc compléter le schéma, mais dans le cadre des attributions claires. Il ne faudrait pas que la région, qu'il puisse effectivement aller financer les attributions de ces communes, mais encore faut-il qu'elle puisse disposer d'un plan pour qu'il puisse aller vers des projets à vocation régionale. Donc sa compétence, elle est claire. Il peut effectivement recourir à un contrat-programme avec l'État pour les attributions partagées dans un certain nombre de domaines qui sont cités par la loi, comme il peut, dans le cadre, bien évidemment, de négociations avec l'État central, avoir des attributions transférées. La santé, par exemple, c'est un domaine qui est prévu par la loi comme étant à transférer, l'éducation, etc. Le Wali, c'est le représentant de l'État. Et c'est lui le coordonnateur des services extérieurs qui représente les différents secteurs. Et il est chargé d'autres attributions, bien évidemment. La loi a délimité le périmètre des attributions des uns et des autres. Le Wali reste quand même responsable d'un certain nombre
d'attribution et de rôle liés à l'arbitrage, de veiller à ce que les dispositions de la loi soient appliquées, à ce qu'il accompagne aussi le processus de planification, est-ce qu'il accompagne aussi la région en tant que représentant de l'État, etc. Donc les attributions sont claires. Bien évidemment, le passage d'un mode à un autre, surtout sur le plan de gestion, parce que le Wali était ordonnateur aujourd'hui, ce n'est plus le cas, c'est le président, va certainement causer certaines difficultés. C'est pour cela que le pilotage aujourd'hui est effectivement nécessaire. Si je vous donne l'exemple de qu'un président, je prends le double et le cumul des mandats, comme on peut appeler ça aujourd'hui, ne sera plus possible pour un président de région d'être président d'une collectivité, d'une chambre professionnelle. Aujourd'hui, ça, c'est une bonne chose. Non, bien sûr, voilà, ça c'était plus le cas. Ça c'était essentiel. Il ne peut pas être ministre. Oui. Il ne peut pas être ministre. Parlementaire. Oui. Il ne peut pas être président d'une commune. Très bien. C'est important de le souligner. La loi a tranché sur cette question. Oui, ça c'est une très bonne chose parce que vraiment, maintenant, la gestion des affaires régionales et des affaires locales devient pour l'État une priorité. Donc, il faut absolument avoir d'abord des profils qui sont assez compétents, qui sont aussi bien entourés. C'est pourquoi le Conseil économique il a conseillé aussi que les différents présidents, vu qu'il y a énormément de missions, et aussi il y a un retard sur certains domaines qu'il faut rattraper, dans le domaine économique, social, et pour développer aussi la région, il faut absolument qu'il soit bien entouré. Il faut aussi qu'on ne répète pas les... Et qu'il se concentre sur sa mission, parce qu'aujourd'hui le grand débat c'était, aujourd'hui d'avoir cette étiquette d'élu politique qui finalement a d'autres considérations qui vont au-delà de l'intérêt concret de la région. Oui, mais on croit que maintenant, il y a une conscience globale chez pas mal d'acteurs qu'il faut vraiment améliorer. Oui, il faut l'insuffler. Oui, il faut, il faut absolument, les attentes sont grandes et la régionalisation, c'est un chantier de réforme très important pour le Maroc et donc il ne faut pas le rater par des erreurs répétées ou par des imperfections. Il y a aussi le profil on sait que maintenant au niveau de certaines communes, maintenant il y a eu un suremploi avec des effectifs énormes qui bloquent même, qui freinent le travail comme il faut, surtout avec les profils qui ne sont pas toujours adaptés. Donc maintenant, la région, il a l'opportunité de bien travailler ce chantier, de choisir les ressources humaines, les profils, mais aussi d'utiliser l'externalisation lorsqu'il n'y a pas l'expertise à l'intérieur. Et ça, c'est parmi les recommandations aussi du Conseil économique. Il faut aussi essayer de mettre en place les agences d'exécution régionales qui sont là dans la loi pour donner vraiment un outil technique qui sera vraiment capable, grâce à cette performance, de décliner les orientations du politique. Les élus régionaux, ils ont cette vocation de faire le choix politique du modèle de développement au niveau social, économique et environnemental au niveau de la région, mais il faut aussi avoir les structures techniques qui peuvent vraiment concrétiser ça sur le terrain. Et la loi maintenant, elle vient avec pas mal d'outils qui peuvent vraiment... Est-ce que la loi va suffire à dépasser les considérations politiques? Donc, on explique la transition démocratique et de la démocratie locale, parce que c'est vraiment de ça dont il s'agit aujourd'hui. On parle quand même d'élus. Et Sa Majesté insistait sur le terme compétence. Et la démocratie a ses travers, entre guillemets, qui est que, on va élire quelqu'un sans qu'il y ait obligation, finalement, de compétence. Qu'est-ce qui va obliger? Je vous vois sourire. Qu'est-ce qui va obliger? Ce sont les partis. Vous avez un exemple? Oui, c'est pour ça que je vous interpelle. Moi, je suis un cadre élu. Je suis un cadre. Mais il n'y a pas que vous. Il y a des cadres quand même. Nous avons constaté un changement. La population est de plus en plus consciente qu'effectivement, ça sera au parti de faire ce travail-là? Ça sera au parti, bien sûr. C'est le parti qui doit bien choisir les candidats pour prétendre aux différents postes concernant les régions, les communes, etc. Mais c'est la démocratie. Il faut ouvrir la voie à tout le monde pour qu'ils puissent... N'oubliez pas que c'est aussi parmi le rôle de la régionalisation avancée à tous les niveaux. C'est aussi de former les élites.
Ça, c'est important aussi. Alors, ce qui est important, c'est qu'on fasse une pause et on revient juste après. On parlera bien sûr des recommandations du CESE qui ont été émises. À tout de suite. La régionalisation avancée, qu'est-ce que c'est? On l'a bien expliqué depuis tout à l'heure. Le rôle des élus dans la régionalisation, on l'a bien compris, est extrêmement important. Le rôle des partis politiques sont également extrêmement importants pour la mise en avant des hommes. Et c'est vrai que je vous poserai une question sur Sa Majesté a souligné sa volonté de mettre au point un modèle marocain de régionalisation issu des spécificités du Maroc. Je me demandais ce que ça veut dire aujourd'hui, ce modèle marocain. On se posera aussi de savoir, à l'étranger, est-ce qu'il y a des exemples de régionalisation qui ont fonctionné? Parce que c'est vrai que c'est intéressant de voir, avec les spécificités que présentent tous ces pays, qu'est-ce qu'on doit mettre en œuvre aujourd'hui pour que ça fonctionne. C'est le propos de ce soir. Le CESE a émis des recommandations. On va les voir en détail. On regarde un sujet de Manal Khdari. Un chantier d'envergure aux multiples défis. La régionalisation avancée, une nouvelle dynamique régionale pour garantir au Maroc une compétitivité territoriale sur le plan international. En revanche, la réussite du projet passe d'abord par la mise en place d'un système de pilotage efficace. Selon des experts, l'accompagnement est nécessaire pour la bonne conduite des nouvelles missions assignées aux régions, au moment de la conception des stratégies régionales, mais aussi au cours de leur déploiement au niveau des territoires. Il faut d'abord mettre en place des mécanismes de régulation pour résorber les inégalités territoriales. Par la suite, il est question de réformer les systèmes de transfert des ressources. L'objectif est de combler la disparité des revenus entre les 12 régions du royaume, a souligné également la révision du système judiciaire. Un autre point majeur, le budget. Le Conseil économique, social et environnemental a d'ailleurs appelé dans son dernier rapport au renforcement des ressources financières en faveur des entités régionales. En 2011, la commission consultative de la régionalisation a proposé une série de mesures dans ce sens. La création d'un fonds de mise à niveau social, l'instauration de nouvelles taxes pour dégager des ressources propres aux conseils régionaux, sans oublier l'optimisation des ressources financières actuelles et la mise en place d'un fonds public de solidarité interrégionale. Selon la CCR, la bonne gouvernance devrait accompagner l'accroissement des ressources. La transparence, la performance et la délimitation des responsabilités sont les maîtres mots. Bien, alors on va bien sûr parler du financement parce que le nerf de la guerre, c'est l'argent et la mobilisation des ressources financières, c'est une question qui est centrale dans la réussite de la régionalisation. On parlera d'ailleurs du budget qui est prévu par la loi de finances 2016, mais restons sur les hommes puisqu'on a bien parlé de l'importance des compétences à mobiliser. On passe, et ça c'est une des recommandations du CESE, de passer de la tutelle à l'accompagnement. Et là, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'il y aura quand même, du point de vue du pouvoir central, assigner, on va dire, des structures d'accompagnement, ce sera des consultants, des sociétés. Comment ça va se concrétiser sur le terrain pour accompagner justement les élus locaux à mettre en œuvre les politiques locales? Oui, d'abord, comme la première recommandation, c'était vraiment pour accompagner tout ça, il faut une stratégie et un plan de communication pour se partager la vision et l'explication et l'interprétation des différents textes. Parce que c'est nouveau, c'est normal, il y a différents acteurs à différentes échelles, il faut absolument qu'ils s'approprient ce projet de régionalisation de la même manière. Et ça, c'est parmi les conditions, et c'est ça la première recommandation. Il faut absolument une communication assez forte et pour partager un petit peu l'explication, l'interprétation des différents textes et aussi connaître tous les outils et les mécanismes de mise en œuvre de la régionalisation. Deuxième point, c'est aussi le comité de pilotage qui a énormément de rôles. Parmi les rôles, c'est aussi l'accompagnement. Il faut absolument qu'il accompagne les différentes régions parce qu'il y a besoin vraiment d'une coordination au niveau central. Et cette coordination interministérielle, ça va permettre de faciliter la tâche surtout lorsqu'on sait que le nombre de ministres il change. Maintenant, on est à 39, il peut être à 25, etc. Ça va aider énormément à communiquer, à faciliter la tâche et aussi le rôle d'arbitrage, parce que
certainement, il peut y avoir des différentes interprétations et des différends entre les acteurs, que ce soit au niveau local, provincial, communal et aussi entre président douali. Mais il faut une structure qui arbitre et qui aide à accompagner la mise en... Il y a aussi des formations qu'il faut absolument qu'il y ait un certain nombre de formations par les différents acteurs, pas uniquement par l'État pour... Et continue. Voilà, et continue, c'est ça, pour pouvoir avoir la même perception. Parce qu'on passe à un nouveau modèle avec de nouveaux instruments et donc il faut absolument accompagner tout ça. Il y a le PDR, le plan de développement régional. Ce PDR, c'est vraiment, il a une durée d'1 année et il va permettre d'avoir une vision commune de qu'est-ce qu'on veut faire dans cette région. Il faut qu'il commence par un diagnostic partagé. Et le diagnostic partagé, ça va permettre d'abord de se mettre d'accord sur quelles sont les lacunes, quelles sont les déficiences. Et c'est à partir de là qu'on monte notre plan d'action. Il faut que ce soit participatif pour que toute la population, pas uniquement les décideurs, s'approprient ce diagnostic. On va arriver sur le point de participatif. Je crois qu'il est très prématuré aujourd'hui de parler d'un allègement de la tutelle au profit de l'accompagnement. Certes, il y a de l'accompagnement. Nous l'avons senti à la région Bni Mellal Khnifra. Concrètement, ça se concrétise par quoi? Ça se concrétise par quoi? Vous êtes sur le terrain, c'est intéressant d'avoir aujourd'hui les défis que vous êtes en train de relever aujourd'hui. J'imagine que vous avez du pain sur la planche. Monsieur Louali, en tant que représentant de l'État, il est en train d'accompagner la mise en place de la région, au niveau de la région Bni Mellal Khnifra. Nous avons ensemble... nous sommes inscrits dans un processus de concertation et de dialogue qui a concerné toutes les forces vives, les communes, les conseils provinciaux, les gouverneurs, les associations, etc., pour qu'on puisse commencer déjà à apprécier le niveau actuel du développement économique et social de la région, pour qu'on puisse partager certains indicateurs, les comparer par rapport à Bni Mellal Khnifra, par exemple, aujourd'hui, à travers les différentes réunions d'accompagnement qui ont été présidées par M. Louali et M. le Président. Nous partageons aujourd'hui un diagnostic, c'est-à-dire nous connaissons aujourd'hui la situation sur la base des indicateurs que vous connaissez, la situation actuelle de notre région, les équités, les inégalités entre provinces de la région, le positionnement de notre région par rapport aux autres régions. Et ça nous a permis effectivement de connaître les points forts, les points faibles, les opportunités, les menaces, etc. Nous connaissons aujourd'hui quel est notre niveau de développement économique par rapport aux autres régions. Ça, c'est un accompagnement très important. Pourquoi c'est un accompagnement? Parce que M. Louali a organisé, il a anticipé pour réorganiser les services extérieurs en pôle. Et je crois qu'il a anticipé la mise en œuvre d'une recommandation importante qui est venue dans le rapport du Conseil économique et social. Et cette réorganisation des services extérieurs en pôle nous a permis effectivement, nous, d'être accompagnés par les services extérieurs qui, quand même, ont de l'information, ont des dossiers, ils permettent un encadrement de l'entité régionale et un accompagnement. Excusez-moi, je vous entends parler d'opportunités, de menaces, de points faibles, etc. Vous avez un langage marketing. C'est nouveau quand même. Ça me rappelle ces matrices SWOT qu'on apprend dans les cours de marketing. Mais bien sûr, pour connaître sa région. Et oui, mais c'est la première fois qu'on entend ce type de discours au niveau. Parmi ses forces, c'est que c'est une région, certes, s'étend sur 28 088 km², avec 65% en zone montagneuse. Il a des potentialités agricoles, des potentialités forestières, des potentialités hydriques. Ça, c'est des forces de l'infrastructure, une autoroute. Et l'autoroute, c'est Lyon-Casablanca à Bni Mellal. Aujourd'hui, Tanger à Bni Mellal. Chemin de fer reliant Khouribga qui est une province désormais appartenant à la région, reliant Khouribga à tout le dispositif de chemin de fer. Donc ça, ce sont des forces, sans parler bien évidemment de tout le potentiel architectural et culturel de la région. Il y a aussi des points faibles. J'ai dit tout à l'heure, zone montagneuse, ça implique bien évidemment le taux de pauvreté et de vulnérabilité
qui est supérieur à la moyenne nationale. Ça implique aussi beaucoup de dysfonctionnements au niveau du commerce, au niveau de l'industrie, au niveau de l'infrastructure routière, notamment l'infrastructure au niveau du monde rural. Ça implique aussi un déficit, notamment au niveau de la santé, au niveau de l'éducation. Nous sommes une région dont les indicateurs, les ratios sont des plus faibles. Donc tout ça, c'est à travers cette analyse. Donc c'est cette analyse qui permettrait effectivement de connaître sa région. On ne peut pas faire un plan si on n'a pas un bon diagnostic. Non, mais je faisais juste souligner que le langage aujourd'hui, voilà, c'est un langage. Le langage a changé. Oui, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, c'est accéléré. On va parler d'argent, parce que quand même, pour mettre en place les politiques, il faut de l'argent. 4 milliards devraient être consacrés, avec affectation de 2% de l'IS, 2% de l'IR, sur les taxes sur les conventions d'assurance. Bon, bref, une manne d'argent, plus 2 milliards qui sont attribués par le budget. Comment ça va être? On parle de péréquation. Est-ce qu'on est toujours dans ce concept-là? Comment vont être finalement distribués tous ces dirhams? Oui, je crois que par les budgets, d'abord, la plupart des réformes qui viennent, c'est pour un petit peu optimiser. Lorsqu'on parle un petit peu d'intégration des politiques publiques, c'est parce que lorsqu'il y a cette intégration, c'est une optimisation des moyens. Et c'est un ciblage beaucoup plus important. Il a parlé, c'est Hazim, aussi des priorités de chaque région, elles sont très différentes. C'est pourquoi le diagnostic de la région, il est très important pour fixer les priorités. Il y a aussi chaque région, il a ses domaines et ses points forts. Et il a aussi sa vocation. Il faut reconnaître la vocation. Il faut aussi un plan managériel pour un petit peu développer. Et c'est d'abord, à partir de là, même avec les moyens qu'on a déjà, on va énormément en gagner. Maintenant, pour les budgets alloués à la région, c'est surtout des budgets de l'État. Le diagnostic et l'analyse du CESE, il considère qu'il faut absolument qu'il y ait des projets de développement innovants au niveau de chaque territoire qui sont des investissements dans le capital environnemental, culturel qui a été cité, le capital social. Et chaque région, il a des possibilités de développement et ça va être la priorité et non pas uniquement le partage et la consommation qui vont se faire des différents budgets alloués à la région et qui resteront toujours inférieurs parce que les besoins sont énormes. Et la région, elle doit développer de grands projets structurants. Et de là, il faut absolument et surtout qu'elle n'a pas accès aux fiscalités qui sont réservées surtout à la commune. Et donc, il faut absolument qu'elle essaie aussi de voir le système de fonctionnement aussi des crédits. Il faut qu'il y ait un développement, il y ait des recommandations, comment ils peuvent aussi faire des partenariats à l'international avec des régions pour d'abord partager l'expérience, mais aussi avoir des possibilités de financement de leurs projets. Et tout ça, ça dépendra surtout de la capacité de chaque région à développer des projets et des programmes qui sont viables. En plus de ça, il y a toujours une négociation avec l'État. Lorsqu'on a de bons projets, l'État, il peut les aider parce que le TVA avec les 30%, parce que les moyens financiers, ils peuvent toujours, lorsqu'on a de grands programmes, on peut les défendre, soit avec l'État, soit avec d'autres instances nationales et internationales. Si ma mémoire est bonne, je crois que c'est l'article 188 et 189 de la loi qui prévoit comment les régions doivent être financées. Je crois que c'est 5% de TVA, 5% de l'IGR et 20% des redevances ou des taxes liées au contrat d'assurance. En plus, bien évidemment, du transfert du budget général de l'État vers les régions à concurrence d'un montant de 10 milliards à l'horizon 2021. Bien évidemment, ça, c'est ce qui fixe. Les régions doivent faire preuve d'imagination pour augmenter aussi leur financement à travers la fiscalité régionale, à travers les redevances d'exploitation minière et autres.
à travers le recours à l'emprunt et d'autres aussi. Il y a d'autres sources qui sont prévues par la loi qui pourraient renflouer le financement de la région. Les besoins sont énormes. Si je vous donne un exemple, nous, on a reçu un budget de cette année de 321 millions de dirhams et un budget théorique qu'on devrait avoir en 2017 et 2018 de 428 et 528, soit un total de 1,2 milliard. Uniquement pour les 3 années, nous avons déjà, dans le cadre des travaux préliminaires de notre plan, parce que nous sommes en train de travailler sur un plan, pour les 3 années, c'est un besoin de 5 milliards. Donc nous avons 1,2 milliard, donc il faut aller chercher la différence. Et c'est ça le rôle de la région aussi, il faut aller chercher la différence pour pouvoir effectivement mettre en œuvre les projets qui sont prévus dans le plan. Il y a des possibilités aussi, il y a d'autres possibilités, c'est de recourir à des contrats programmes avec l'État et de demander effectivement à ce que certains domaines soient transférés, et la loi impose à ce que le transfert des domaines, des compétences soient accompagnés des transferts de financement et de ressources. Mais ce n'est pas le financement, ce n'est pas une fin en soi. Je crois que c'est la capacité d'absorption, la capacité de planification tout d'abord, de fixation de priorités par rapport à des indicateurs d'évaluation qui permettraient de comparer les régions entre elles pour pouvoir mettre à niveau les régions. Et c'est ça le rôle de la région aussi, pour pouvoir la capacité à résoudre les iniquités intra-régionales et intra-régionales. Est-ce qu'on ne va pas mettre en place on va dire une concurrence vertueuse au niveau des régions, entre les régions? C'est à ça qu'il faut arriver? Parce que vous me parlez de mise à niveau, mais est-ce qu'il faut que chaque région ait finalement la fierté par rapport à l'autre d'avoir des pôles d'attractivité, que ce soit pour des investissements marocains ou des investissements étrangers? C'est cette dynamique qu'il faut mettre en place? C'est cette dynamique qu'il faut mettre en place, effectivement, et je crois que le législateur a déjà prévu 2 fonds qui sont très importants. C'est le fonds de mise à niveau social et le fonds de solidarité qui permettraient effectivement d'aider les régions qui n'arriveraient pas à se mettre à niveau, compte tenu bien évidemment de leurs spécificités géographiques, économiques ou sociales, pour pouvoir les aider effectivement à se mettre à niveau. Cette dynamique de concurrence est importante aussi. C'est pour cela que nous avons besoin de cette matrice d'indicateurs pour suivre cette dynamique, poursuivre cette évolution, poursuivre ce niveau de développement. Comment on va la suivre justement? Parce que ça fait partie des recommandations, parce qu'il faut une évaluation, il faut une remontée d'informations qui sont en continu pour qu'on puisse piloter, qu'on ait un tableau de bord constant. Voilà, c'est parmi les rôles d'abord du comité qu'on a vraiment recommandé, de faire une évaluation annuelle avec un rapport qui sera diffusé. Mais aussi, le CESE aussi, il a cette mission, parce qu'il a créé la 7e commission qui est réservée uniquement aux affaires de la régionalisation avancée et développement rural et territorial. Et il a ce rôle d'abord de travailler sur un rapport annuel sur la régionalisation, mais aussi d'inclure une partie dans le rapport annuel du CSE qui normalement il est mis entre les mains de Sa Majesté chaque année, et il dresse un tableau sur l'ensemble des activités conjoncturelles et des résultats. Et cette évaluation, c'est vraiment le moyen nécessaire pour un petit peu évaluer quelles sont les réussites, quelles sont les difficultés, quels sont les défis, et refaire vraiment reprendre un plan d'action qui permet de recadrer et aussi d'appuyer là où il y a quelque chose qui ne peut pas vraiment aboutir. Et de là, je dirais aussi que pour la compétitivité, on a parlé surtout de compétitivité positive. Ce n'est pas une compétition entre les régions pour chacune essayer de mettre, c'est-à-dire à plat l'autre région, c'est l'inverse. Chaque région, il a sa vocation.
Et l'ensemble des régions, ils peuvent développer des activités complémentaires. Et ces activités-là, ils peuvent aussi, et c'est le cas, et c'est pour cela qu'il faut absolument qu'il y ait des schémas de planification nationaux. Et il y a le schéma de l'aménagement du territoire national, il y a le schéma du littoral qui est national, et à travers ces différents schémas, il y a vraiment, chaque région, il a ses potentialités sur lesquelles elle peut s'appuyer pour un développement économique intégré, inclusif. La compétitivité aussi, c'est très important de le souligner, implique aussi la capacité de chaque région à impliquer le secteur privé dans le développement. Ça, c'est très important, parce que dynamiser la croissance, être un levier de développement économique, dépend aussi de la capacité de la région à impliquer le privé, le secteur privé, dans sa démarche de planification, dans son plan de développement régional, en permettant à la région d'être attractive à travers, bien évidemment, la recherche de possibilités, d'opportunités d'investissement en termes de foncier, en termes aussi d'assouplissement des procédures à travers le centre d'investissement régional, qui est appelé aussi, d'après une recommandation du Conseil économique et social, à devenir une agence, de devenir un établissement public pour pouvoir avoir plus de moyens en vue d'assouplir et devenir un guichet unique. Donc cette capacité à intégrer le privé, nous ne l'avons pas omis. Nous ne l'avons pas oublié dans notre démarche de planification au niveau de Bnimla Khnefra. Nous sommes en train de réfléchir sur la question du comment intégrer le secteur privé en tant que composante essentielle aussi dans ce développement. Parce que si on ne dynamise pas l'emploi, on ne dynamise pas la croissance, on ne contribue pas à la valeur ajoutée, on ne développe pas certains créneaux économiques, comme la création des zones industrielles, la création de l'industrie. À Bnimla Khnefra, il y a de l'industrie alimentaire qu'il va falloir encourager, de permettre aux investisseurs d'avoir effectivement des possibilités pour venir investir. On ne peut pas contribuer à la création de l'emploi. Mais alors, quel niveau d'autonomie il faut ? C'est-à-dire, on peut se poser la question, est-ce que toutes les régions vont devoir jouer avec les mêmes règles ? Je réfléchis, je fais un parallèle osé vers des gouvernements fédéraux. On voit où chaque région a une force en termes même législatifs. Là, tout le monde doit jouer avec les mêmes règles. Quel niveau d'adaptation, d'adaptabilité vont avoir les régions pour justement s'adapter à ces spécificités ? C'est ça la spécificité maroco-marocaine. Oui, c'est ça. C'est ça la spécificité. C'est ce qu'il faut trouver. C'est ça la spécificité maroco-marocaine. Il faut s'adapter effectivement. Et nous sommes passés par plusieurs étapes, comme ça a été dit, 92 jusqu'à aujourd'hui, bien évidemment en apportant des réajustements et des adaptations. S'adapter. Est-ce que vous parlez de la fiscalité, ce qu'on peut imaginer, de l'adaptation de taxes locales, l'adaptation de certaines lois spécifiques à une région? Il y a des choses importantes qui sont prévues par la loi et qui pourraient être saisies comme opportunité par les régions, c'est la création des SDR, des sociétés de développement régional, avec aussi la possibilité d'avoir le privé dedans. C'est une manière aussi de booster le développement de l'économie. Il y a la fiscalité aussi, agir au niveau de la fiscalité. Il y a plusieurs C'est-à-dire qu'on peut imaginer que demain, on puisse dire, voilà, cette région-là, sur tel secteur-là dont on a besoin, il y ait des exonérations fiscales sur ça, dans cette région-là. C'est possible. Ça va émerger, oui. Ça fait partie des recommandations ou pas? Oui, en réalité, ça fait partie des recommandations qu'il faut absolument diversifier les moyens d'augmenter les capacités financière, mais aussi la marge d'innovation et aussi de développement de chaque région. Et là, il y a aussi une recommandation pour avoir des créations de structures économiques entre État, privé et collectivités. Et parce que les régions, ils ont besoin, pour cette phase encore, de la garantie de l'État. Et cette garantie de l'État, c'est aussi un mode d'accompagnement, mais aussi pour les compétences transférables, il faut absolument qu'il y ait une évaluation, c'est ça la recommandation, de chaque région. Et donc chaque région, il doit chercher à se préparer pour avoir la capacité d'avoir le transfert de certaines compétences, l'enseignement, la santé, etc. Et automatiquement, il y a des budgets supplémentaires et il y a aussi une marge encore beaucoup plus grande pour avoir une possibilité d'innovation, d'optimisation et de développement.
parce que le développement ne peut être qu'intégré. Et donc, c'est à la gouvernance et c'est aux capacités de mobilisation de chaque région que va y avoir une grande différence entre les différentes régions. C'est vrai que maintenant... Parce que moi, je pose une question. Par exemple, vous êtes là sur le plateau, j'en profite. Prenons Beni Mellal encore une fois. Imaginons que demain, vous décidez que Beni Mellal doit être l'exemple en termes d'investissement, en termes d'éducation, et que vous allez ouvrir plus d'écoles qui n'ont jamais été ouvertes dans d'autres régions. Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça, vous le faites de manière complètement indépendante? C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez vous détacher des plans globaux et de la stratégie nationale en termes d'éducation? Ça serait bien, ça? Ça, c'est bien, c'est permis par la loi. Oui, c'est l'éducation, la santé sont des domaines... vous pouvez vous dire, bon, je vais en faire 10 cette année. Nous attendons la sortie des textes, des textes, des décrets d'application. Il y a 35 décrets qui ne sont pas encore sortis, qui sont renvoyés par la loi. Nous attendons effectivement. Il y a un des décrets, c'est le comment négocier d'avoir effectivement certains domaines. Parce que nous, par exemple, on pourrait un jour, dans le cadre d'une décision, prendre la décision de s'occuper de l'éducation ou s'occuper de la santé carrément. À ce moment-là, on va nous transférer la santé, sachant que le pouvoir et les attributions régaliennes de l'État resteront au niveau de l'État. Bien d'accord. Bien sûr, il y a une responsabilité technique sur le domaine qui va rester. Nous, on va s'occuper de la gestion, de la construction, de la gestion, pour pouvoir améliorer l'encouragement des initiatives privées, que ce soit dans le domaine de la santé. C'est-à-dire que vous gardez votre sens de priorité régionale. Effectivement, régionale. Ça, c'est prévu par la loi et on doit l'exercer aussi, bien sûr, quand on aura les textes d'application. Mais la spécificité marocaine aussi, c'est la progressivité. Oui, on y va doucement. Non, on y va doucement. Je ne pense pas que pour la première année, comme pour la deuxième année, on va y arriver. Oui, je crois que vraiment le chantier, comme ça a été dit, il est ouvert, mais il y a eu des expériences. Vous avez parlé du benchmark international, on l'a fait. La régionalisation au niveau du Maroc, c'est dans le cadre de l'unicité de l'État, ça c'est clair, il faut. Bien sûr, et aussi les fonctions régaliennes resteront pour l'État, donc c'est pas le même modèle, parce qu'il n'y a pas la même dynamique, la même histoire, le même potentiel. Et donc il faut tenir compte des spécificités de chaque région et de chaque pays. Pour le Maroc, cette progressivité suppose de ne pas répéter les erreurs. Parce que, par exemple, pour l'enseignement, il y avait une expérience où on a essayé de donner aux communes cette possibilité d'agir sur les constructions, mais la préparation n'était pas assez, n'a pas été faite à l'avance, et donc le projet s'est arrêté rapidement après une expérimentation. C'est pourquoi maintenant il faut absolument évaluer les capacités des régions à avoir une compétence déterminée de tel ou tel secteur, sachant que même dans l'enseignement, le choix est clair. Il faut absolument que le ministère concentre ses efforts sur le pédagogique, sur l'enseignement, surtout pour le primaire, et ne pas continuer à essayer de s'occuper des constructions, et ça parce que ça dévie un petit peu la fonction. On a souvent décrié en disant que les différents ministères, que ce soit santé ou éducation, étaient des gestionnaires finalement de foncier. C'est plus que... Non mais c'est ça. Et surtout que maintenant, on a les agences de développement du Nord, du Sud, etc. Le Conseil considère que c'est vraiment ces agences-là de développement, ils ont une expertise, ils ont développé une expertise dans la gestion des projets et aussi dans un travail. Et il faut absolument capitaliser sur ça et aussi que les régions puissent en bénéficier de cette expertise dans l'attente qu'il y ait une transformation en agence d'exécution régionale. Je vais vous poser une question, ça sera la dernière, puisqu'il ne nous reste que quelques secondes. Vous êtes confiant? Oui. Non, mais il y a du boulot. Il y a du boulot à faire et moi je suis confiant bien évidemment et je suis optimiste et je crois que les choses évoluent, certes lentement mais sûrement. Oui, on est confiant. Il y a une partie, la démocratie participative, les recommandations sont fortes pour faire de la démocratie participative une réalité.
grâce à un système de fonctionnement au modèle du Conseil économique et social, mais au niveau régional, qui permettra d'abord à la société civile d'avoir l'information nécessaire, d'avoir la logistique et les moyens nécessaires pour pouvoir construire des positions afin de contribuer à l'élaboration des politiques territoriales et aussi de suivi et l'évaluation. Et ça, c'est primordial pour la participation citoyenne et pour l'appropriation des différents projets et programmes par la société civile. C'est un enjeu. Ça demande la confiance des citoyens et Voilà. ça revient aussi également aux partis politiques. Pourquoi j'ai dit que je suis content, Sans ce rôle. nous devons relever ce défi. Nous devons relever, parce que tout ce défi s'inspire des modèles effectivement de nos provinces du Sud qui sont en train d'être réussis. Absolument. Et nous Merci. avons condamné à réussir. Merci, On est messieurs, d'avoir été avec nous ce soir pour mieux comprendre la régionalisation avancée. Excellente soirée sur Média TV. La rediffusion à 22h40. Si vous avez pris en route, comme tous les soirs, et on se retrouve demain.